c'est une technologie qui permet de discriminer à la fois les tobamovirus, enfin, on peut discriminer les tobamovirus infectieux de ceux qui ne le sont pas. Donc, ça peut être important, surtout pour un virus qui est très, très stable, de savoir si le virus qu'on va détecter est infectieux ou non. Donc, ça, c'était la partie diagnostic. Voilà. Deuxième partie, c'est la transmission par les semences. Donc là, c'était pour évaluer le rôle et l'importance des semences dans la dissémination des virus à longue distance. Donc ça, on le savait déjà un petit peu. Mais les collègues qui ont travaillé ça, eh bien, d'une part, ils ont confirmé le faible taux de transmission par les semences vers les plantules. C'est en dessous de 1%. Puisque je rappelle, le virus, comme on le voit sur la photo au-dessus, là, il est localisé dans les téguments externes et en particulier sur les trichomes, hein, les petits poils qui sont à la surface de la graine, comme on peut le voir ici sur la photo. Et donc, ils ont d'abord confirmé ce faible taux de transmission, et puis ils ont évalué différents protocoles de désinfection par séchage, par polissage de l'enveloppe pour éliminer les trichomes, par des solutions de trempage, trisodium phosphate ou chlorine, et puis également par sonication, enfin par ultrasons. Et donc, donc les dispositifs ont été évalués individuellement, et puis ensuite ils ont proposé un protocole de désinfection complet. Et là, ils sont en train de concevoir un dispositif. L'idée étant d'avoir un dispositif qui permettrait de désinfecter les semences, et avec un dispositif pour une utilisation commerciale. Voilà, diapo suivante. Alors, concernant les autres alternatives, alors il y avait déjà quelques données là-dessus, hein, mais les collègues qui ont travaillé de ça se sont intéressés particulièrement aux morels, hein, qui sont peut-être les principaux réservoirs de ce virus-là. Alors, il y a en haut ce qui est indiqué, là, on voit une morelle noire infectée par le TOBRFV à droite, donc avec des symptômes de mosaïque. Alors, je vous ai mis pour chaque morelle qui ont été travaillées leur présence en France. Donc, la morelle noire, bon, vous le savez, elle est répandue partout. Ça fait les symptômes de mosaïque, et les collègues qui ont travaillé dessus dans le cadre du projet ont montré qu'il y avait une très forte concentration virale dans la morelle noire. Autre morelle étudiée, c'est la morelle rostrée. Alors là, la présence en France est plutôt faible, mais les symptômes sont très très forts. Vous voyez sur les photos, la photo de gauche, là, une infection simple par TOBRV avec des mosaïques très fortes, et en co-infection avec le pépinomosaïque virus, qui est un virus qu'on trouve fréquemment en France, ça fait des symptômes encore plus forts. Ils ont mesuré la concentration virale, ils ont constaté qu'il y avait, comme pour la morelle noire, une très forte concentration en TOBRV, et ils ont étudié la transmission par la semence, et ils ont pu passer le TOBRV par semence de morelle rostrée. Alors, je reviens juste un petit peu sur la morelle noire. La morelle noire, ça avait déjà été démontré, hein, par des collègues jordaniens et italiens que le virus pouvait passer par les semences de morelle noire. Enfin, non, diapo juste avant, je vais pas parler de la morelle jaune. Voilà, la morelle jaune qui est également un autre alternative du TOBRV, qui a une faible présence en France, il me semble que c'est envahissant. Donc ça, c'est à vérifier, mais il me semble que c'est une plante envahissante qui est surveillée. En tout cas, il n'y a pas de symptômes, et il y a une très faible concentration virale. Diapo suivante. Oui, alors ça, c'est la diapo suivante. Là, c'est pour obtenir un clone infectieux. Donc ça, c'est les collègues allemands qui ont travaillé là-dessus. Donc vous avez, je ne vais pas détailler, mais vous avez la construction à gauche avec le virus qui est inclus dans une structure qui permet d'exprimer le virus, enfin de produire le virus. Et donc vous avez sur la diapo de droite les expérimentations qui ont été faites en haut sur Physalis, hein, et donc, on peut voir comparativement aux témoins, quand on inocule par frottement le TOBRV, eh bien, vous pouvez distinguer les symptômes de mosaïque. Et sur Physalis, quand on le fait par agro-inoculation, on a également des mosaïques assez fortes. Donc, ils ont un clone infectieux qui fonctionne bien. Et l'objectif, clic suivant, l'objectif, alors il y a un objectif de recherche, c'est étudier les interactions plantes-virus, et on peut faire ça par mutagénèse. Quand on a un clone infectieux, eh bien on peut muter précisément et changer des bases du virus pour faire de la mutation et faire des comparaisons. Mais c'est aussi important pour des essais d'infection standardisés. Alors là, je pense aux tests officiels ou caractériser des nouveaux hôtes. Ça peut également être intéressant pour optimiser les tests de résistance et les standardiser.
Et puis, on parlait de prémunition tout à l'heure, pour la protection croisée, on peut construire des mutants modifiés avec des phénotypes atténués. Des travaux aussi sur la génétique du TOBRV sont toujours réalisés dans le cadre de ce projet. Alors ça, c'était en début de projet, mais il y avait déjà des essais qui avaient été faits, mais ils ont sélectionné des accessions de Solanum résistants, en particulier Penelli et Ocrantum, pour introgresser des tomates cultivées. Et voilà, et à partir des tomates sélectionnées, ils ont étudié le comportement en situation de co-infection, et en particulier de co-infection avec le pépinomosaïvirus. Alors un point sur lequel je voulais porter votre attention, ils ont étudié le comportement des accessions comme porte-greffe résistants. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que quand ils font une inoculation racinaire, le porte-greffe protégerait le greffon sensible. Par contre, quand on a un porte-greffe résistant et qu'on fait une inoculation foliaire, le porte-greffe résistant ne protège pas le greffon sensible. Voilà, donc la conclusion, c'est qu'il faut une protection pour que la protection complète se fasse. Il y a besoin d'un déploiement de la résistance à la fois chez le greffon et chez le porte-greffe. Un autre résultat, alors ça c'est intéressant particulièrement parce que depuis le début avec ce virus, depuis qu'il a été décrit, on se demande mais combien de temps il reste, quelle est sa longévité. Et là, les collègues israéliens ont travaillé cet aspect-là. Ils ont mesuré la longévité du virus dans le sol. Ils sont partis de terres qui sont collectées dans des serres fortement infectées. Et expérimentalement, ils ont planté des tomates dans cette terre-là. Ils l'ont fait de manière séquentielle. Ils ont planté un jour, 2 jours, 3 jours, etc. Ils récupéraient les tomates et ensuite ils testaient la présence du virus. Donc ça, c'est publié. Vous avez la publication qui est indiquée sous le graphe. Et ce qu'ils ont constaté, c'est qu'il y a une forte réduction de l'infectivité dans le sol après 184 jours. Donc ça veut dire que ça se maintient quand même un certain nombre de jours. Et puis, dans leur essai, l'essai a duré 385 jours, ils ont constaté une absence d'infectivité après 205 jours. Donc, ça permet d'avoir une idée un petit peu de la longévité, même si c'est expérimental, mais ça permet d'avoir une idée un peu chiffrée de la longévité du virus dans le sol. C'est une tendance. Méthode d'élimination du TOBRV. Donc ça aussi, ces aspects-là ont été travaillés. Alors, il y a des évaluations qui ont été faites à pH extrême. Alors, vous pouvez voir là sur à pH 1, pH 2, on voit la présence des virus, on voit les particules présentes à pH très acide. Ça veut dire que le virus se maintient à pH très acide. Par contre, à pH 11-12, on voit presque plus ou quasiment plus, et même pas du tout, le virus où il est dégradé à pH alcalin. Donc, c'est des solutions d'utilisation pour la lutte. Et puis, les désinfections de substrats, ça aussi, ça a été travaillé. Donc là, vous avez, si vous allez sur le site Vertigation, vous avez des informations là-dessus, sur des essais qui ont été faits pour évaluer la désinfection de substrats en présence de vapeur, de chaleur sèche ou de solarisation, avec quelques données que je vous ai indiquées, plus de 90 degrés, 20 minutes pour la vapeur notamment. Et donc là, ce sont des essais qui ont été faits. Je vais juste donner le premier exemple, l'exemple au-dessus, là, à la vapeur, où ils ont récupéré des pins sur lesquels des plantes infectées avaient été installées. Ils les ont traités à la vapeur. Et ensuite, ils ont installé dessus des plantes saines, et pour voir à partir de combien de temps, quelles étaient les meilleures conditions pour désinfecter ce substrat. Diapo suivante. Donc sur cette diapo, en fait, ça c'est un travail qui a été fait par la cellule de veille PACA, mais également il y a eu plusieurs partenaires, notamment la OPN qui a participé. Donc c'est quelque chose qu'on a fait en août 2023. Où l'APREL, alors c'est disponible sur le site de l'APREL, mais il y a un document qui est disponible pour accompagner la profession avec les différentes molécules qui peuvent être utilisées sur quel type de support. Et puis sur la petite frise que vous avez en dessous, vous avez les temps d'application. Donc c'est un schéma qui a été fait. Donc tout ça, c'est disponible sur le site de l'APREL. Et ça fait partie des choses qu'on a travaillées ces dernières années pour essayer d'accompagner la profession. Diapo suivante. Voilà, donc là, j'ai terminé avec le TOBRV.
Je vais vous faire un focus maintenant sur un autre virus, le tomato fruit blotch virus, qui est un virus qui est apparu très récemment. Et là, je vous ai mis en haut, là, vous avez le nom d'une saisine parce qu'on a travaillé dans le cadre d'une saisine ANSES à une petite analyse de risque, enfin une petite analyse de risque qui permet en fait d'avoir une vision un peu exhaustive avec le peu de publications qu'il y a, parce qu'il y a très très peu de publications sur ce virus-là. Le rappel, c'est qu'il a été décrit, la première description, c'était en Italie, il a également été décrit en Australie, puis en 2021, 2022, 2023, eh bien, il a été détecté dans plusieurs pays européens. Clic suivant. Alors en France, on sait qu'il y a eu un foyer en Nouvelle-Aquitaine. Alors ça, c'était des autotests qui ont été faits. Et puis, suite aux inquiétudes qu'on avait, eh bien, il y a une petite enquête qui a été faite. Donc, on a fait des tests à l'INRA et on a identifié une douzaine de foyers dans 6 départements, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et PACA. Donc ça veut dire que le virus était présent, mais ce qu'on sait en fait, c'est que quand on regarde sur des échantillons plus anciens, il y a des tests qui ont été réalisés ou des séquences qui avaient été faites, mais pour lesquelles on n'avait pas pu attribuer la séquence à ce virus-là parce qu'il a été récemment caractérisé. Et on s'est rendu compte qu'en fait le virus était présent déjà en 2012 en Italie, en 2015 au Portugal et au moins en France en 2017. Donc ça veut dire que c'est un virus qui a été caractérisé récemment, mais qui était vraisemblablement ici, enfin en France, en Europe en tout cas, pardon, depuis plus d'une dizaine d'années. Alors, les plantes hôtes de ce virus, bon, ben, il y a un autre confirmé naturel, c'est la tomate, de manière certaine. Il y a des autres naturels qui sont dits probables parce qu'ils ont été trouvés soit une seule reprise, c'est dans le cas de la morelle, soit même si c'est à partir de plantes, ce sont que les résultats de séquençage, et c'est le cas de la pomme de terre, où on a une certitude sur l'échantillon, mais on n'a pas pu mesurer, revenir dessus et refaire des tests moléculaires pour le confirmer. Donc, ils sont dits une hôte naturelle probable et peut-être à surveiller un petit peu. Et puis, il y a l'hôte incertain, c'est la patate douce. Là, ce sont que des données de séquençage au débit. Et là, on n'a vraiment aucune preuve réelle. Les symptômes. Alors, les symptômes, la difficulté avec ce virus, c'est qu'on n'a pas associé de symptômes foliaires au TOFBV. Les symptômes sont uniquement associés aux fruits, avec comme vous le voyez à droite, là, des symptômes de décoloration, de déformation, de taches chlorotiques irrégulières. La difficulté, c'est que ça va s'exprimer tardivement, hein, en période de production. Donc, il y a une difficulté d'anticipation pour pouvoir lutter de manière correcte. La difficulté également, c'est que ce ne sont pas des symptômes qui sont typiques à ce virus-là, puisque le TOBRFV, le pépinomosaïque virus ou un autre virus qu'on trouve, un rhabdovirus qu'on peut trouver également sur aubergine, le Phytostégia chlorotique mosaïque virus, eh bien, ça fait des symptômes similaires. Hein, ce n'est pas les seuls, mais j'ai cité ces trois-là. Et puis, ce qui a été constaté quand on a fait l'étude bibliographique, c'est qu'en fait, ils se retrouvent très, très fréquemment, même quasi exclusivement, en co-infection avec d'autres virus. Donc, j'ai mis des noms de virus pour lesquels des exemples de co-infection ont été trouvés. Les dégâts, c'est très difficile à estimer, surtout qu'encore une fois, le virus a été décrit depuis très peu de temps. Il y a un papier qui décrit, on parle de 7% de fruits symptomatiques, mais on a des difficultés à savoir ce qu'ils entendaient vraiment par fruits symptomatiques. Et puis sur les enquêtes qu'on a fait, donc ça, ce sont des résultats que moi j'ai pu obtenir. Donc c'est uniquement des tendances, mais les tendances que j'ai pu avoir, c'est qu'on a à peu près en culture conventionnelle, serre hors sol, on serait entre 2 à 10%, et ce serait un petit peu plus fort dans le cas du culture bio. Donc, résultat à prendre avec les pincettes, encore une fois, parce qu'on a un très faible nombre de cas. Diapo suivante. La transmission. Alors, la transmission, il y a un vecteur qui est suspecté, c'est l'acarien Aculops psychopersicii. Pourquoi il est suspecté? Alors, d'une part, à chaque fois que le virus est détecté, il y a une très forte concomitance entre la présence de ce virus-là et des pullulations d'Aculops. Donc là, j'ai mis entre parenthèses les pays où ça a été décrit. J'aurais pu aussi rajouter la France. Par contre, il est vraiment suspecté parce que il y a des essais de transmission qui sont en cours, notamment par les collègues italiens et polonais, par différents types d'Aculops.
mais pour l'instant, j'ai pas vu, en tout cas récemment, j'ai pas vu de publication qui le décrivent vraiment avec un cycle complet. Vous savez que l'acarien, il est responsable de dégâts directs sur la tomate, Acarios bronzé. Donc vous avez une photo à droite voilà, d'Acarios bronzé sur tomate. Voilà. La transmission par greffage. Alors là, pour l'instant, on ne sait pas trop. Les collègues italiens, c'est plutôt non. Et nous, des essais à l'INRA qu'on a fait, voilà, nous font penser qu'il est possible que ça passe par greffage. On a des essais en cours, on doit refaire, mais on a quand même quelques suspicions que ça passe par greffage. Petite parenthèse, les virus qui appartiennent à cette famille-là sont des virus qui souvent, bon, ils sont transmis par acarien, mais souvent on les trouve au niveau uniquement des points de piqûre. Et donc il y a une difficulté de savoir si ça passe en systémie. Donc on a une interrogation. Donc si ça passe pas en systémie, du coup il y aura une difficulté de transmission par greffage. Par contre, ce n'est pas transmis par la semence. Donc là, il y a eu un test qui a été fait par les collègues italiens. Ce n'est pas encore publié à ma connaissance, mais ils avaient testé un petit effectif de graines, 500. Alors c'est mieux que rien, mais en tout cas, ils n'ont pas réussi à le transmettre par la graine. Ce n'est pas transmissible par inoculation mécanique. Donc là, il y a plusieurs papiers qui le décrivent. Et ce n'est pas transmis par contact, par simple contact, comme le TOBRFV. Diapo suivante. Alors, c'est la dernière diapo sur ce virus, c'est la détection. Alors, il n'y a pas de réactif sérologique disponible. Alors, on pense il n'y a pas de réactif ELISA ou de bandelettes. Les tests disponibles, ce sont des tests PCR, de RT-PCR, qui fonctionnent plutôt assez bien. Donc, il y a deux papiers, un papier de Nakazu puis un autre de Luigi, où il a fait à la fois de la RT-PCR, de la RT-QPCR, et puis également de la PCR digitale. Et ils ont pu détecter le virus à la fois sur plante, mais aussi sur acarien. Et puis des résultats de métagénomique. Donc ça, c'est en fait quasiment toutes les descriptions de ce virus-là ont été faites initialement par métagénomique. Et je terminerai par les moyens de lutte. Alors évidemment, c'est la prophylaxie, c'est l'arrachage des plants infectés. Pour le moment, à ma connaissance, il n'y a pas de tomates résistantes ou tolérantes qui sont connues. Et donc la gestion passe par la gestion des acariens. Alors je répète, l'acarien est suspecté, mais quand même est fortement suspecté. Donc il y a différents moyens de les gérer. Alors, j'ai rappelé le premier, là, il y avait une molécule qui était compatible lutte intégrée, l'Oberon, mais qui n'est plus disponible aujourd'hui. Et les molécules, à ma connaissance, qui existent, ne sont pas très compatibles en lutte intégrée. Donc, il reste le soufre, et puis la gestion du climat, puisque les acariens n'aiment pas l'humidité. Donc, ça reste un problème un petit peu. En gros, c'est que si effectivement le virus est transmissible par acarien, si on arrive bien à gérer les acariens, on suppose qu'on serait en capacité de bien gérer ce virus. Je crois que j'ai terminé. Voilà. J'ai été peut-être un petit peu long. Ah, tu as débordé un peu, mais c'est pas grave. Mais merci Eric. Alors, sur les quelques questions, alors déjà oui, il y a eu des petites questions qui redemandaient pour la disponibilité des présentations et de l'enregistrement. Donc, je rappelle que, alors j'ai eu un peu de retard sur l'enregistrement, il y a peut-être la première diapo qui est ratée, mais le reste y sera. Donc, ça sera disponible sur le site internet de l'April et certainement d'Urtigation, ainsi que les présentations PowerPoint. Voilà, donc ça c'est un petit rappel. Et maintenant, donc pour les questions. Il y avait deux questions qui ont été proposées. Donc, une d'Alexandra Candey concernant le protocole de désinfection des semences. Est-ce que tu sais donc s'il est au point actuellement et disponible? Est-ce que c'est finalisé en fait le protocole de désinfection des semences ou encore à l'étude ou Alors, ça fait partie. On pourra à ma connaissance, non, mais j'ai pas été en contact avec les collègues israéliens puisque c'est eux qui proposaient ce dispositif. Mais ça fait partie des choses qu'on peut leur demander. Et on peut leur demander, on vous apportera une réponse au prochain webinar. Mais là, moi, j'ai pas donné. Alors, j'ai pas recherché spécifiquement pour préparer la présentation si c'était fait. Peut-être que ça l'est, mais on va se renseigner. Et une question complémentaire aussi sur la diapositive où tu parles de l'évolution dans le sol. Je ne sais pas si tu as en tête le type de sol qui est concerné, mais sinon, en effet, tu as indiqué la publication où ça sera certainement inscrit. Mais là, comme ça, est-ce que tu sais le... Non, j'ai pas le souvenir, non. Et une question d'Emma Pouget sur l'utilisation... La seule chose sur le sol, c'est qu'ils avaient comparé
sol sec et sol humide, c'est-à-dire voilà, tel que ça peut l'être en conditions naturelles. Donc je pense que dans le matériel et méthode, ça doit être bien décrit, hein, je pense là, puisque ça c'est publié. Hein. Mais je pourrais regarder. Et m'a demandé sur l'utilité du porte-greffe résistant. Est-ce qu'on a des conclusions qui sont différentes pour un greffon qui serait soit IR, soit HR, avec un porte-greffe résistant? Alors, je l'ai pas vu, j'ai pas le souvenir qu'ils en aient parlé lors des comptes rendus de séminaires et quand j'ai regardé les diapositives de présentation, ils n'en parlaient pas. Donc je suis pas sûr que ça a été fait. Ou alors, si ça a été fait, les résultats n'ont pas été partagés, mais bon, ça peut également c'est une question qu'on peut leur demander. Merci. Et du coup, s'il y a d'autres questions, alors je ne sais pas si j'ai une bonne visibilité de tous les participants, mais si vous voulez intervenir pour des questions à l'oral, il n'y a pas de souci. Il y a David, en effet, qui vient de mettre un lien, David Donnerer, qui est le groupe d'études là, qui travaille avec nous sur Vertigation, donc il vient de mettre le lien pour la publication dont on parlait sur la désinfection des semences. Donc, comme ça, vous aurez accès D'accord, directement. donc c'est sorti, très bien. Merci, David. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, vous pouvez prendre la parole. Si vous ne posez pas cette question, il n'y aura pas de deuxième webinaire. Hein. Sinon, ça veut dire que c'était suffisamment clair. On peut dire que ça viendra après. Donc, dans ce cas-là, ah oui, si. Pour les photos des virus, c'est vrai qu'il y a quelques photos du coup, qui circulent à travers les différents travaux en fait, qui peuvent être menés dans différents pays. C'est vrai qu'on a justement discuté la dernière fois à la cellule de Vaipaka aussi de constituer en fait un répertoire, un petit assemblage de photos qui serait spécifique un peu de ce qu'on peut observer nous dans la région. Parce qu'on peut supposer que selon les différentes souches, selon différents contextes en fait, de contamination ou de production, on peut avoir des expressions un peu nuancées ou du moins différentes. Donc on a en projet de faire ça assez rapidement, justement, de rassembler quelques photos assez... un gradient de photos en fait, du début de contamination jusqu'à la fin de la contamination qui soit assez adapté à la région, mais ça n'empêche qu'on peut aussi rassembler des photos dont on a déjà à disposition pour vous les partager, si c'est une demande. Je réponds rapidement à une question là qui vient d'être posée. Une question qui était posée sur la gamme d'hôtes. Alors, je ne sais pas si la question concernait le TOBRV ou le TOFBV. Si c'est le TOBRV, les autres principaux, c'est tomates et poivrons. L'aubergine n'est pas concernée. Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de preuve formelle de l'aubergine comme étant un hôte avéré, ou si ça l'est, c'est très anecdotique. Mais concernant le TOFBV, cette fois-ci, donc le blotch, il y a des essais de transmission, naturellement, il n'y a pas de poivrons ni aubergines qui ont été trouvés touchés. Voilà. Sur les semences aussi, donc être vraiment sûr que le virus ne se trouve que sur les trichomes et pas dans l'embryon, oui, ça, je crois que ça a quand même été bien vérifié, bien étudié, et donc on peut dire qu'on est sûr de ça. On est sûr, et d'ailleurs, c'est une propriété partagée par tous les tobamovirus. Hein, c'est le cas du TMV, du TOMV ou du CGMMV pour ceux qui connaissent les cucurbitacées. Est-ce que tu as une précision à apporter sur l'explication pourquoi, avec des infections du TOBRV en premier et du pépino par la suite, il y a des symptômes plus sévères? Est-ce que tu as une explication ou pas du tout? Non, aucune explication, c'était pas donné et j'ai pas le souvenir que ça a été dit en séance lors des présentations. Et non, la pomme de terre n'est pas haute du TOBRV. Voilà. Et pour le TOFBV, a priori, donc là, je sais qu'il y a des personnes du SREL qui sont présentes, mais a priori, il n'est pas organisme réglementé de quarantaine au niveau UE, et c'est pas prévu qu'il le soit.
Non, alors bon, le rapport ANSES est sorti il y a 1 mois ou 2 mois, je ne sais plus, sur ce virus-là. Et donc je ne sais pas du tout comment voilà, nous, on n'a pas eu de retour, en tout cas en commission ANSES, si, ils voulaient qu'on ait un travail particulier à fournir sur ce virus-là. En tout cas, à ma connaissance, il n'est pas prévu qu'il soit réglementé. En fait, c'est un virus aussi qu'on a eu du mal à identifier, donc qui est présent depuis plus de temps que ce qu'on imagine. À mon avis, déjà sur le territoire français, puis dans les Voilà. autres pays, ça a dû être aussi un peu la même chose. Voilà, et l'hypothèse qu'on fait, c'est que, bon, je l'ai dit à la fin, mais le fait que il y a de moins en moins de moyens de lutte efficace contre l'acarien, fait qu'il y a une recrudescence de ce virus-là, qui était peut-être passé inaperçu jusqu'à maintenant. Et surtout qui va aller en s'amplifiant déjà cette année, pour les années à venir. On Voilà. a pu aussi comparer des contaminations sur des cultures en fait qui sont plantées au printemps dans le sud-est, donc sous abri en mars, et donc des contaminations qui arrivent plutôt en fin d'été, aux périodes les plus chaudes et fin de culture pour le coup, donc vers le mois de juillet-août. Et on a comparé aussi avec des plantations qui ont lieu des fois en juin, donc ça représente moins de cultures, mais ça se pratique. Et ces cultures-là ont été touchées dès le premier bouquet, et les pourcentages vont bien au-delà de ce qu'Éric a mentionné, c'est-à-dire qu'il y a plus de 50% très rapidement des fruits qui sont écartés, et donc quasiment une culture qui ne sort pas beaucoup de production. Je vais peut-être garder les autres questions qui arrivent pour les digérer par la suite, parce que je voudrais qu'on passe à la deuxième présentation, si ça vous convient. Donc, je vais partager le deuxième. Après, sinon, Cédric, si tu vois dans la conversation, tu peux combler le temps en répondant à des questions. Qu'est-ce que... Sinon, Alors, excusez-moi, je vais y arriver. Sinon, normalement, ça, je devrais pouvoir le faire. Oui, sinon, si tu le fais, ça me facilite aussi la tâche pour suivre les questions aussi, en fait. Je m'en suis rendu compte. Là, je vois plus grand-chose. Je vois mon écran. Vous voyez quoi, là? On voit ton écran, presque plein écran. Presque. Et là? Ça change rien? C'est pareil? Ici, c'est mieux. C'est mieux. Alors, tu peux faire là-dessus. D'accord. Voilà. Donc, je vais vous parler d'un autre virus émergent que vous devez bien connaître, donc le tomatolifleur nudellivirus, là, sur cucurbitacées. Alors, il y a des travaux dans le cadre de Virtigation qui sont faits sur un virus qui n'est plus vraiment émergent, c'est-à-dire le TILC sur tomate. Là, je ne vais pas en parler, je vais me limiter au cucurbite. Donc, un petit rappel sur le Nudeli. Donc, c'est un virus qui appartient au genre Begomovirus. C'est des virus qui sont émergents au niveau mondial depuis quelques décennies, en lien avec l'émergence de leurs vecteurs, notamment les biotypes MEAM1 et MED, donc ex biotype B et biotype Q de Bemisia. La première description de ce virus-là, en tout cas la première caractérisation, parce qu'ils avaient plein de virus sur tomates, mais ils ne savaient pas trop qui était qui. Donc là, vraiment, la définition de ce virus-là, la première, c'était en 95. Et dans le bassin méditerranéen, donc ça a été la première description, ça a été en Espagne en 2012, et il a progressivement envahi les différents pays méditerranéens ou les zones méditerranéennes de certains pays comme la France. Alors une particularité des souches méditerranéennes, c'est des souches qui sont très homogènes au niveau moléculaire, alors que les souches asiatiques sont beaucoup plus variables. Donc ça laisse supposer qu'il y a eu un événement unique d'introduction depuis l'Asie vers le bassin méditerranéen. Donc ces souches sont distinctes de celles qui sont trouvées ailleurs dans le monde. Et puis elles sont une caractéristique, elles sont très adaptées aux cucurbitacées, mais beaucoup moins à la tomate. Donc ce virus est un virus de quarantaine au niveau européen, donc avec une obligation de déclaration et la mise en place de plans de surveillance. Au niveau de sa transmission, donc c'est un virus qui est transmis par Bemisia tabaci, comme la plupart des mégomovirus. Alors il y avait une publication qui disait que certaines souches asiatiques, notamment indiennes, étaient transmises par Trial eurodes, donc là l'eurode dessert,
Et aussi bien à INRAE que d'autres collègues en Espagne et en Italie, clairement, nous n'avons pas mis en évidence de transmission par trial Rhodes. Donc, bon, Baemysia, oui, est vecteur, mais pas trial Rhodes. Alors, un rappel sur la transmission de ce virus, là, c'est un résultat qui avait été obtenu indépendamment du projet Vertigation. Donc, c'est un virus à transmission persistante, c'est-à-dire normalement les temps d'acquisition et de transmission sont longs, et le virus devrait, enfin, généralement dans la transmission persistante, le virus reste infectieux pendant toute la vie de l'insecte. Ici, l'acquisition finalement peut être assez rapide, avec un minimum de 10 à 30 minutes, avec quand même des temps, une acquisition plus efficace en 1 heure à 6 heures, une latence de 48 à 72 heures, et la transmission, là aussi, elle peut se produire dès 5 minutes d'alimentation de l'insecte, ce qui, pour une transmission persistante, est très court. Par contre, elle est quand même plus efficace après 30 minutes à 1 heure. Et la persistance dans l'insecte a été estimée de 7 à 14 jours, ce qui peut être un peu en dessous de la vie de l'insecte, il peut vivre une vingtaine de jours. Donc voilà, on est une transmission persistante, mais avec quand même une transmission qui peut être rapide. Les souches méditerranéennes, contrairement à la plupart des souches asiatiques, peuvent être transmises mécaniquement. Donc on peut inoculer ces souches simplement mécaniquement en conditions expérimentales. Au niveau d'INRAE, nous avons mis en évidence que cette inoculation mécanique, elle était beaucoup plus efficace si on inocule des tissus vraiment très jeunes, soit des très jeunes cotylédons, soit des très jeunes feuilles. Beaucoup moins efficace si on a des tissus plus âgés, même de quelques jours. Des fois, la différence est flagrante. Donc théoriquement, ce virus étant transmis mécaniquement, il pourrait y avoir une transmission par contact par les outils de taille. En pratique, nous avons fait des essais en conditions expérimentales, nous ne l'avons pas mis en évidence. C'est quand même un virus qui est peu concentré et peu stable, tout à fait à l'opposé des tobomovirus. Donc, cette transmission est en principe possible. En pratique, par rapport à la transmission par Baemysia, son importance est probablement très limitée. La transmission par la graine a posé pas mal de questions. Donc, elle a été décrite dans un article chez La Courgette en Italie. Par contre, plusieurs travaux, des travaux INRAE, mais aussi des travaux d'autres chercheurs, n'ont pas mis en évidence de transmission par la graine chez le melon. Des équipes espagnoles ont montré que le virus était présent dans le tégument, mais pas dans l'embryon. Et ce virus étant peu concentré et peu stable, il ne se maintient pas longtemps dans le tégument, et au moment de la germination, il n'y a pas d'infection des plantules. Des collègues, dans le cadre de Vertigation de l'université de Greenwich, ont étudié d'autres cucurbitacées, alors qui sont peu cultivés en Europe, comme ce qu'on appelle le concombre amer, le momordica, la calebasse, le lagenaria, et l'éponge végétale, le louffa. Ils n'ont pas non plus mis en évidence de transmission par la graine. Donc c'est plutôt rassurant. Au niveau de la gamme d'hôtes de ce virus, donc il y a vraiment une distinction nette entre les souches méditerranéennes et les souches asiatiques. Les souches méditerranéennes ont une gamme beaucoup plus étroite que les autres. Les souches asiatiques peuvent infecter non seulement les cucurbitacées, la tomate, le piment, la pomme de terre, mais y compris des espèces très différentes comme le coton, voire certaines monocotylédones. Donc on a vraiment une gamme très large. Les souches méditerranéennes, au niveau des plantes cultivées, c'est essentiellement les cucurbitacées, avec quelques cas observés sur tomates, poivrons, aubergines, mais c'est vraiment anecdotique, avec des concentrations virales qui restent faibles, peu de symptômes, c'est vraiment pas des très bons hôtes. Par contre, au niveau des infections naturelles d'adventices, là, plusieurs adventices très fréquents dans la nature peuvent être infectés. En Espagne, donc avant le projet Vertigation, il avait été mis en évidence que le laitron, par exemple, le datura, la morelle noire et l'Egbalium pouvaient être des hôtes, enfin, ont été trouvés infectés en conditions naturelles. Dans le cadre de nos travaux dans Vertigation, en France, nous avons pu trouver le virus, aussi sur datura que je n'ai pas montré, sur Egbalium, avec des Egbalium qui montraient des symptômes très forts, vraiment très, très visibles, et sur une autre cucurbitacée pérenne, comme l'Egbalium, qui est la brionne dioïque, qui pousse souvent dans les haies, qui est très répandue dans toute la France. Et là, les plantes infectées sont complètement asymptomatiques. Au laboratoire, des collègues ont montré que la transmission entre l'Egbalium et la courgette était très peu efficace. Par contre, nous, au laboratoire, nous avons montré que la transmission entre la brionne et le melon est efficace. Donc la brionne, qui est une plante pérenne et qui pousse souvent à proximité, dans les haies à proximité des cultures de cucurbitacées, pourrait être un réservoir à prendre en considération. Alors, il y avait eu des questions sur les symptômes, ça tombe bien, j'ai quelques photos là, donc des symptômes sur melon. Là, les photos de melon, c'est des plantes qui étaient en conditions de serre, en conditions confinées, donc en général, les symptômes sur fruits au champ sont quand même pas si violents que ça.
mais les symptômes sur feuilles, oui, peuvent être assez forts. Sur courgettes également, voilà, des feuilles qui se recroquevillent vers le bas, des plantes dont la croissance peut être complètement bloquée, et dans certains cas, des éclatements de fruits. Et sur concombre, alors on n'a pas eu énormément de cas. Un des rares cas qui a été observé ici sur des plantes déjà grandes, donc des mosaïques, peu déformantes par rapport à ce qu'on observe sur melon et courgettes. Mais là, c'est un cas, donc je ne suis pas sûr qu'on puisse généraliser. Et une des particularités, semble-t-il, des souches méditerranéennes, on n'a jamais trouvé de pastèques infectées en conditions naturelles jusqu'ici. Il y a eu quelques inoculations au laboratoire qui semblent avoir permis d'affecter un peu la pastèque, mais visiblement, c'est pas un bon hôte. Jusqu'ici, y compris à côté d'une parcelle de melon ou courgettes fortement infectée, on peut avoir une parcelle de pastèque dans laquelle on ne trouve absolument pas le virus. Donc, jusqu'ici, la pastèque est relativement épargnée. Alors, au niveau des symptômes, comme je disais, un recroquevillement vers le bas, un blocage de la croissance, des jaunissements, il peut y avoir une confusion, notamment dans le cas des infections mixtes. Alors, le CMV sur courgette peut aussi donner des recroquevillements vers le bas et des blocages, et surtout s'il est en infection mixte avec un potivirus, comme le WMV ou le ZYMV, on peut avoir des choses qui prêtent à confusion. Donc les symptômes sont forts, mais des affections mixtes d'autres virus peuvent donner des symptômes aussi forts et assez semblables. Je n'ai pas mis de diapositive sur le diagnostic du New Delhi. Il existe des outils diagnostiques simples, comme des bandelettes, des flash kits, qui permettent de savoir assez rapidement si on a affaire, très rapidement si on a affaire à ce virus. Alors, la situation de ce virus en France, donc la première détection a été en septembre 2020, essentiellement sur courgette, puis sur melon d'ailleurs, dans le sud-est uniquement. Au niveau moléculaire, nous avons vérifié que ce virus appartient au groupe méditerranéen, sans surprise. Il a été détecté de nouveau en 2022, toujours dans le sud-est, avec des souches qui étaient proches de ce qui avait été observé en 2020, donc ça laisse supposer que le virus s'est maintenu dans les adventices. En 2023, il y a eu une désinfection assez forte et assez précoce, avec le virus qui était présent sur courgettes, melon et concombre. Une très forte présence de Bemisia tabaci dans le sud-est. Probablement pas le biotype MED habituel, mais du biotype MEAM1, même si on n'a pas validé par test moléculaire pour vérifier que c'était bien ce biotype-là. Parce qu'il y a eu beaucoup d'argentures sur courgettes qui n'ont habituellement une signature du biotype MEAM1. Mais on n'a pas validé expérimentalement. Et le virus a également été détecté, comme je l'ai présenté auparavant, dans les adventices, donc sur Ecbalium, sur Bryone, également sur Datura. En 2024, le virus est toujours là, hein, je pense qu'il est là pour rester, dans le sud-est en tout cas. Il y a eu quelques cas, plutôt tardifs, et essentiellement sur courgettes. Et ce qu'on a vu aussi, c'est qu'une Bryone qui avait été positive à l'automne 2023, dont il n'avait pas été possible d'enlever toutes les racines parce qu'elle était... dans une haie de cyprès, ça n'avait pas été complètement possible. Il y a eu des repousses qui ont été enlevées au fur et à mesure, et pendant tout l'été, chaque fois qu'une repousse sortait et qu'elle était enlevée, on l'a testée, elle était positive. Donc visiblement, voilà, le virus peut se maintenir dans la Bryone. Ce qui a été observé en France, c'est une diversité biologique du virus assez surprenante. La plupart du temps, ce virus-là, les plantes sensibles infectées font des symptômes forts pendant toute la période de développement de la plante. Et ce qui a été observé chez certaines souches en France, certains isolats, c'est qu'en début d'infection, les symptômes sont forts, et puis il y a une récupération sur des plantes qui sont normalement sensibles, avec très peu de symptômes au bout d'un ou 2 mois d'infection, des symptômes sur fruits beaucoup moins forts, et une accumulation virale qui est plus faible que chez les souches sévères. C'était assez curieux. On s'est demandé comment se maintenaient ces souches-là, qu'on a trouvées, qui ont été observées de 2020 à 2024, donc clairement elles se maintiennent, alors qu'elles ont, semble-t-il, une compétitivité qui n'est pas extraordinaire par rapport aux autres. On a regardé aussi ce qui se passait au niveau moléculaire, donc en collaboration avec les collègues de l'université de Louvain et de la société MWeb. Donc en séquençant, là encore par nanopore, comme Eric l'a évoqué, les génomes viraux, de façon à avoir des génomes complets, et pouvoir aussi étudier la diversité à l'intérieur d'une plante. Donc nous avons pu vérifier que tous les isolats en France appartiennent à la souche méditerranéenne, ce qui est le cas actuellement dans tout le bassin méditerranéen, donc c'était pas trop une surprise, mais ça confirme. La diversité est relativement élevée. Pour un virus qui vient d'arriver, on se serait attendu à des populations très homogènes, et en fait, ce n'est pas le cas. C'est un virus qui a 2 ADN, donc ADN A, ADN B. Au niveau de l'ADN A, nous avons pu mettre en évidence 2 sous-groupes moléculaires, qui ne sont pas extrêmement différents, mais qu'on peut quand même bien différencier.
et 4 groupes pour la DNB. Pour un virus qui vient d'arriver, c'est atypique. On s'attendrait à quelque chose de très homogène. Donc, ça laisse supposer qu'il y a eu plusieurs introductions. Par contre, les différents groupes, notamment deux groupes d'ADN A et 2 groupes d'ADN B, étaient présents dès 2020. Donc probablement, ils se sont maintenus localement dans les adventices. Bon, on observe les mêmes groupes d'isolats dans les cultures et dans les adventices, donc il y a très probablement un passage des uns aux autres. On n'a pas deux populations distinctes qui évolueraient séparément, on a des échanges. Et puis les isolats qui présentent ce phénotype atypique de récupération correspondent à l'un des groupes moléculaires pour les ADN A et B uniquement. Donc on ne connaît pas encore les déterminants de cette récupération, mais ça a l'air d'être lié à un des groupes moléculaires. Nous sommes aussi intéressés à la co-infection avec d'autres virus. Dans la littérature, le New Delhi en co-infection avec d'autres bégomovirus, ça donne des symptômes plus forts, dans certains cas une accumulation virale plus élevée. Par contre, le New Delhi avec un tobamovirus de CGMMV a été décrit comme faisant des symptômes très faibles, avec une accumulation du New Delhi réduite. Nous avons étudié, l'interaction entre le New Delhi et le WMV, Watermelon Mosaic Virus, un potivirus qui est très fréquent dans les cultures de cucurbitacées. Et nous avons mis en évidence, donc ici vous voyez à droite, en co-infection entre une souche, soit une souche sévère, soit une souche qui récupérait, avec le WMV, on a des symptômes très forts, beaucoup plus forts que chaque virus séparément. Une croissance des plantes qui est très réduite. Là, on a des plantes encore jeunes, mais si on prend des plantes à 1 mois, elles font 20 cm de haut. Enfin, c'est vraiment assez spectaculaire. Et on n'a plus du tout de récupération. Donc, une hypothèse, c'est que la co-infection qui supprime la récupération permet le maintien des souches qui normalement récupèrent et qui avec donc une compétitivité assez faible, mais qui peuvent compenser en co-infection. Et c'est un risque qui est à prendre en compte. Si jamais on souhaitait développer la prémunition avec des souches faibles, elles sont peut-être faibles en infection simple, mais il faut vérifier qu'elles restent faibles en infection mixte. La question peut se poser également en utilisant des plantes qui auraient une résistance intermédiaire. Alors, d'autres collègues, dans le cadre de Vertigation, ont étudié l'effet de bioinsecticides sur les populations de Bemisia. Les insecticides en question étaient des extraits de plantes qui ont été obtenus par les collègues belges. Donc les tests, là c'était des tests qui ont été faits sur tomates par différents partenaires, soit en serre, soit en conditions semi. Il y a eu des tests au champ dans différents environnements. Donc dans certains cas, comme ici en Espagne, ils ont étudié l'efficacité sur Bemisia et aussi les effets non intentionnels sur des auxiliaires, comme des prédateurs parasitoïdes et sur les pollinisateurs. Donc, ils ont pu mettre en évidence que les formulations testées avaient une bonne efficacité. Ça dépend un peu des tests et des environnements, mais voilà, dans certains cas, ils ont eu des bons résultats. Et que c'était compatible avec la lutte intégrée, puisqu'il n'y avait pas d'effets négatifs sur les prédateurs parasitoïdes et pollinisateurs. Il y a également eu des recherches de résistance à Bemisia chez le concombre. Alors, il y a eu aussi des travaux sur la tomate que je ne présenterai pas ici. Donc, il y a eu des screenings pour la résistance et essayer de développer des marqueurs moléculaires. Donc, il y a eu 110 accessions de concombres qui ont été testées en conditions contrôlées contre le biotype MET de Bemisia. La résistance étant mesurée par un comptage des œufs après 48 heures et des nymphes après 21 jours. Donc, vous avez ici, par exemple, une grande diversité dans le nombre d'œufs pondus au bout de 48 heures selon l'accession. Donc là, vous avez les 110. Donc, certaines accessions avec une bonne tolérance et très peu d'œufs pondus, et d'autres au contraire avec énormément d'œufs. Donc des niveaux de sensibilité ou de tolérance très divers. Et 17 accessions sur les 110 ont été testées, ont été sélectionnées pour des tests en conditions semi-contrôlées qui ont été effectués en 2024 et dont on n'a pas encore tous les résultats, en tout cas, de notre côté. Alors, le comptage des œufs, c'est quelque chose de très fastidieux. Et des collègues de Wageningen ont développé un système de comptage automatique des œufs qui s'appelle Explorer. Donc, à partir d'une simple acquisition d'images avec un microscope commercial ou avec leur système, il est possible, vous avez ici les petits carrés blancs là qui correspondent à des œufs, donc de compter automatiquement le nombre d'œufs et de déterminer donc quelles sont les espèces, les variétés qui sont résistantes ou sensibles. Là, il y a une publication associée à ce système Explorer, donc voilà, vous pouvez aller vous renseigner sur cette publication. Nous avons également recherché des résistances chez le melon. Là, c'est des travaux qui ont été faits à INRAE
pathologie et en collaboration avec les collègues d'amélioration des plantes. Donc il y a plusieurs sources de résistance connues chez le melon contre le New Delhi. Toutes les sources de résistance décrites viennent d'Inde, le virus aussi, donc c'est pas forcément très surprenant. Vous voyez que ce sont des types variétaux qui sont assez loin du charentais de chez nous. Voilà. Donc c'est pas l'introduction, l'obtention de virus, de melons commercialisables à partir de ces sources-là va prendre un petit moment. Donc il est important de savoir si les résistances sont durables et s'il est possible aussi de cumuler des résistances dans des plantes de façon à obtenir une résistance qui puisse tenir durablement dans le temps. Alors dans certains cas, dans un cas, la résistance chez l'accession IC a été décrite comme liée à 3 gènes. Chez WM7, 3 QTL, les mêmes, pas les mêmes, on ne savait pas, et chez PI 124-112, inconnu. Donc nous avons effectué des croisements, F1, nous avons les premières F2, mais pas encore toutes les combinaisons, qui laissent supposer que les gènes sont fortement liés. Donc même si les melons ont des phénotypes très différents, ils ont probablement, au moins en partie, les mêmes gènes de résistance. Alors il a été montré par les collègues de Greenwich que cette résistance, elle est efficace contre les souches méditerranéennes, ça on l'a déjà vu, mais aussi contre les souches asiatiques, ce qui est plutôt bon signe pour l'utilisation possible à grande échelle. Et nous avons essayé de contourner ces résistances, soit en infection mixte avec d'autres virus, comme le WMV, le CMV ou ZYMV, soit en augmentant avec des stress thermiques, avec des températures plus élevées, associés ou non à des stress hydriques. Et actuellement, nous n'avons pas contourné la résistance, donc ce qui est aussi plutôt bon signe pour sa durabilité. Chez la courgette, alors il y a des travaux de sélectionneurs privés pour obtenir des résistances. Il y a eu un essai effectué par l'APREL en condition de production pour des variétés décrites comme résistance et sur un créneau de fin de saison, donc où les risques étaient élevés. Le pourcentage d'infection du New Delhi était de 50% chez la variété témoin sensible et très faible chez les accessions décrites comme ayant une résistance intermédiaire au New Delhi. Donc ces résistances intermédiaires sont réellement des résistances à l'infection et pas uniquement aux symptômes, ce qui peut augmenter, on espère, leur durabilité. Donc, voilà, il y a des sources de résistance qui vont certainement bientôt sortir sur le marché. Dans cet essai, il y avait du New Delhi, mais aussi d'autres virus qu'on retrouve régulièrement. Les virus les plus fréquents restent le WMV et le Cabiv, de façon générale dans la région et au niveau en tout cas de tout le quart sud-est. Et avec des infections mixtes très fréquentes. La plupart des plantes étant infectées par entre 1 et 3 virus, avec une grande majorité, plus de 50% infectées par 2 virus. Donc ces infections mixtes sont à prendre en compte pour le développement de résistance, comme je l'ai montré. Les symptômes en infection mixte peuvent être beaucoup plus forts qu'en infection simple, donc c'est à ne pas négliger. Donc, voilà, les virus transmis par pucerons restent majoritaires en France, même si le New Delhi est un virus important. Les infections mixtes sont très fréquentes et peuvent avoir un effet très important au niveau phénotypique. Et je vais terminer en parlant du cas particulier du MWMV, donc un potivirus qui était connu, qui avait été décrit pour la première fois dans le sud-ouest en 2002, qui a été trouvé très ponctuellement entre 2002 et 2020, presque jamais. Et par contre, en 2022, subitement, il a été partout, en tout cas dans tout le sud-est, avec des symptômes très forts sur courgettes et des grosses pertes de récolte et de rendement. Au niveau moléculaire, ces souches étaient très diverses, donc probablement il y a eu plusieurs introductions, et ressemblaient à des souches qui ont été décrites en Afrique subsaharienne et pas du tout aux souches méditerranéennes qui avaient été décrites dans le sud-ouest en 2002. Alors là, une des grandes questions que s'était posée, c'est est-ce que ce virus allait se maintenir? C'est un virus qui a une gamme d'hôtes assez restreinte et qui normalement affecte peu d'adventistes, donc avec peu de réservoirs possibles. Et effectivement, en 2023-2024, il y a eu quelques détections ponctuelles, mais le virus n'a pas causé d'épidémie émergente et ne s'est pas vraiment maintenu. Il n'y a pas eu vraiment de maintien et de dissémination des souches qui avaient été observées en 2022 qui avaient causé de grosses inquiétudes. Voilà, donc mon petit diaporama se termine ici. Je suis prête à répondre aux questions, sauf qu'il est un peu tard. Mais... Non, ça va encore, merci Cécile. On voit que l'environnement viral devient de plus important ces dernières années, quelles que soient les espèces.
On avait deux petites questions sur la conversation. Donc, sur les travaux qui ont été faits sur la transmission par contact au niveau du talk sur Cucurbit, je pense pas que tu aies précisé l'espèce sur laquelle ça a été fait. C'était sur melon. Melon. Oui. Mais bon, il y a eu un essai où on n'a peut-être pas essai assez violent. On refera un essai, je pense, cet été, en étant un peu plus dur avec les plantes. Là, on était en conditions qui ressemblaient à ce qui peut se passer en conditions au champ, mais on va essayer de pousser le bouchon un peu plus loin pour voir si c'est possible en étant un peu violent avec les plantes. Sur une demande de précision aussi sur la combinaison des contaminations, des infections de WMV avec le New Delhi. Alors, c'est une question de Laurent Camoin. Si j'ai bien compris ta question, est-ce que, en fait, tu demandais si le fait d'avoir du WMV en plus du New Delhi, ça augmente les symptômes ou ça les diminue? Il me semble que, du coup, c'était une augmentation des symptômes, même sur les souches que tu appelles recouvrantes ou récupératrices, oui, on les appelle REC maintenant pour faciliter, mais oui, là dans l'essai qui a été fait en conditions expérimentales, sur des plantes qui étaient des plantes sensibles, c'était notre melon védranté habituel, référence sensible à beaucoup de choses. On n'avait plus de récupération en infection mixte avec le WMV. Donc on avait des symptômes qui étaient aussi forts en infection mixte entre une souche sévère plus WMV et souche normalement récupérante plus WMV. Une petite question aussi sur la proximité du MWMV et du WMV au niveau génétique. Ils ne sont pas spécialement reliés. C'est assez piégeant au niveau du nom, mais le MWMV est proche du PRSV, qu'on trouve très peu en France, qu'on trouve un petit peu dans la région de Nice, mais qui est vraiment anecdotique. Mais par contre, il n'est pas spécialement proche du WMV. Les résistances PRSV et MWMV chez le melon, généralement, c'est les mêmes gènes ou les choses très proches. Enfin, les plantes résistantes à l'un résistent généralement à l'autre. Par contre, entre WMV et MWMV, il n'y a pas de lien. Une autre question aussi sur le MWMV, mais je pense que tu as déjà répondu à mon sens. Savoir si le climat 2023 et 2024, qui était moins caniculaire, aurait pu avoir une influence sur le développement du virus. Mais il me semble que c'est plus le fait qu'il ne se renouvelle pas d'une année sur l'autre, c'est plus le fait qu'il ne se conserve pas dans les adventices. Oui. Et est-ce qu'au niveau température et climat, est-ce que c'est un virus qui a besoin, enfin qui est facilité avec des conditions plus chaudes? Alors, c'est un virus transmis par puceron, donc quand il fait vraiment très chaud, les pucerons ont tendance à ne plus beaucoup bouger. Par contre, c'est un virus qui est, au niveau répartition mondiale, c'est un virus qui est essentiellement presque dans une bonne partie de l'Afrique et un peu en Europe. Donc, c'est vrai qu'on le trouve plutôt dans des régions avec des climats relativement chauds. Après, avec des vecteurs d'insectes, c'est un peu le développement des insectes qui va déterminer la dispersion du virus. Oui, mais là, comme on est sur du vecteur puceron, quand il fait très chaud, c'est plutôt moins favorable que pour un vecteur Bemisia comme le New Delhi. Et pour moi, en tout cas dans le sud-est, sauf erreur 2023, il a fait très chaud et on a eu beaucoup de Bemisia. Probablement le fait qu'on a eu beaucoup de New Delhi. Oui. Mais 2023, c'était assez fort. Oui, il a fait chaud et tôt, et il y a eu beaucoup de Bemisia. Avec cette argenture sur courgette qui, normalement, est plutôt une signature du biotype MEAM1, ex-biotype B, qui, normalement, n'est pas fréquent en France. Mais voilà, on a pris des contacts avec un labo pour qu'ils nous testent quel biotype c'était, mais on n'a pas encore de réponse. On n'aura pas encore envoyé les Bemisia, donc c'est normal qu'ils n'aient pas répondu. Et par rapport à Bemisia, justement, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui souhaiteraient savoir quels sont les extraits végétaux qui ont si bien marché en Belgique. Donc, est-ce que la publication est avancée pour la communication? Je crois que au dernier séminaire, en tout cas, ils n'ont pas communiqué sur l'identification des extraits végétaux au sein de Virtigation. À voir où en est du coup les travaux, où en sont les travaux en termes de publication. Je les soupçonne de vouloir breveter, ce qui veut dire qu'ils ne vont pas publier tout de suite. Bon, voilà. Donc on n'a pas la réponse.
Et bon, je peux les recontacter pour voir s'ils sont prêts à communiquer, mais je pense qu'ils sont plutôt partis sur une optique brevet que sur une optique publication et accès libre. Donc, Et peut-être une dernière question sur la méthode officielle pour détecter le New Delhi virus et les bégomovirus. Est-ce qu'il y a une méthode officielle? oui, au niveau de l'ANSES, ils ont une méthode officielle qui doit être, qui est une PCR suivie d'un séquençage partiel. Eric, tu peux confirmer, je crois. Oui, je confirme, voilà. Oui, c'est ça. Alors, les méthodes sérologiques qui marchent très bien, qui marchent bien pour une concentration virale correcte, comme les tests bandelettes, ça détecte beaucoup de bégomovirus différents. Mais enfin, actuellement, en France, il y en a qu'un sur Cucurbit. Donc, de ce côté-là, quand on le détecte, il y a de fortes chances que ce soit lui. Par contre, les tests, les sérums, parmi les sérums commerciaux, il y en a qui marchent bien sur Cucurbit, mais qui font des bruits de fond assez élevés sur Solanacé. C'est indiqué d'ailleurs par le fournisseur qui prévient qu'il faut l'utiliser que sur Cucurbit. Quand nous avons cherché le virus dans les adventices, et certaines adventices avaient des détections en tests sérologiques qui étaient impressionnantes, et puis en fait, on n'a jamais trouvé le virus, on n'a jamais pu confirmer par des méthodes moléculaires, donc c'était des faux positifs. Très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a déjà débordé un peu, on était gourmands. Je vous propose que si des questions viennent après, déjà, toutes celles qu'on n'a pas évoquées, on les oubliera pas. Et si vous avez des questions qui viennent après, nos mails sont disponibles aussi pour nous les envoyer. Et comme ça, on pourra constituer éventuellement un programme pour le deuxième webinaire autour de vos questions, autour des compléments qu'on pourrait imaginer. Voilà. Donc, je remercie les intervenants et votre participation également. Et vous dis à bientôt. Pour les prochaines nouvelles, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Virtigation. Du coup, il y a également beaucoup de documents référencés aujourd'hui sur tous les travaux qui ont été faits plus précisément. Donc, ça sera en anglais et majoritairement. Mais il commence à être assez bien fourni. Voilà. Merci à tout le monde. Votre participation. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.